Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler des couverts végétaux en maraîchage et donc on a 2 intervenants pardon, Émilien Gentier qui est conseiller maraîchage bio chez Agribio 84 et Élie Hangar qui est chargé de mission, Cfer-Sol, donc un projet défi XP chez l'EPLFEA, les Sillons de Haute-Alsace. Et donc aujourd'hui, on va commencer par la présentation donc de Émilien Gentier. Qui va nous faire une introduction pardon, rapide sur les couverts. Puis il enchaînera sur une présentation, d'un outil, sous 2 facettes heu, qu'il a créé et pour le créer, il s'est inspiré de l'outil Acacia, Ça? qui a été développé par le GIE Magellan en grande culture et il vous présentera du coup l'outil et le calculateur. Et ensuite, il y aura, 20 minutes à peu près d'échange pour discuter des limites et des pistes d'amélioration de l'outil et Émilien, ça ne le dérange pas d'ailleurs que vous lui posez des questions pendant la présentation, notamment de l'outil, voilà. Et ensuite, on passera à la deuxième intervention, donc Elie Landgar, qui lui fera un focus Cfer-Sol avec, il nous parlera des engrais verts et également de la réduction du travail du sol. Puis, on enchaînera sur également un temps d'échange à peu près de 20 minutes sur les essais présentés et également un partage d'expérience entre vous pour, discuter des différents essais que vous avez pu mettre, en place en termes de couverts, voilà. Je vais vous présenter rapidement, euh, voilà, faire un retour sur les couverts végétaux et plus généralement les cultures intermédiaires multiservices, comme on les appelle parfois. Un petit outil que j'ai créé pour aider les maraîchers que j'accompagne à faire eux-mêmes leur mélange et avoir des informations sur les espèces. Et enfin, si on a le temps, quelques retours d'expérience des couverts qui sont mis en place dans le groupe défi. Donc, je vais reprendre très rapidement des choses théoriques que vous connaissez sans doute. Donc, juste pour rappeler, les couverts végétaux, ils peuvent avoir beaucoup d'intérêts différents pour le cyclage d'éléments nutritifs, l'absorption de l'azote et également des autres éléments majeurs ou oligo-éléments. Euh, via les services des légumineuses. Ensuite, on a les services de structuration du sol et amélioration du sol, éviter l'érosion également. Euh, améliorer, alors là, c'est l'échelle plus large, améliorer le climat ou en maraîchage sous serre, améliorer l'hygrométrie. Et puis, le service d'approvisionnement en aliments pour le bétail éventuellement, quand ça s'intègre dans des rotations en polyculture élevage. Et puis également réguler des ravageurs, que ce soit aériens via la biodiversité fonctionnelle ou tellurique, avec des techniques telles que la biofumigation, par exemple, ou les cultures non hôtes, plantes pièges, etc. Donc, si vous voulez creuser plus ces sujets théoriques, il y a tout un webinaire de Lionel Aleto euh, qui est disponible sur Internet, d'où j'ai tiré cette diapo. Pour le cas du maraîchage, en particulier, nous, dans nos conditions en PACA, on a des sols majoritairement, enfin souvent limoneux, qui sont très sensibles au tassement. Lorsqu'ils sont pas couverts en hiver, on peut avoir des phénomènes de reprise en masse et difficulté à reprendre les sols au printemps. Et donc, c'est l'un des principaux atouts des couverts en plein champ chez nous, le maintien de la bonne structure suite à l'hiver. Euh, donc juste pour rappeler qu'il y a différentes architectures racinaires qui ont des influences assez enfin, marquées sur le comportement du sol, euh, sur sa structure. Donc on a des enracinements plutôt fasciculés, superficiels, ou des enracinements plus euh, profonds et en particulier sur les cultures comme les radis, les moutardes ou les cultures pluriannuelles, luzerne, sainfoin, qui ont des enracinements
plus profond. La taille des racines a également son importance. On peut le voir là sur cette diaporama avec des architectures racinaires très différentes en termes de profondeur, d'enracinement et de taille de racines. Donc selon les problématiques auxquelles on est confronté, on peut s'orienter sur des plantes qui ont des propriétés différentes. Voilà, pour le maintien de la structure du sol, en maraîchage, si on s'intéresse plutôt à une structure superficielle, on va s'orienter sur des cultures qui ont un chevelu très fin. Et si on est plutôt sur des problématiques de recyclage d'éléments nutritifs, on peut plutôt s'orienter sur des enracinements pivotants profonds. Euh, et après, on peut choisir de faire des choses intermédiaires. Donc, pour recycler les éléments nutritifs, bah, il y a la notion de culture piège à nitrate en particulier. Il y a juste une petite illustration de différence de comportement sur la gauche. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur le diagramme de gauche, entre une céréale semée à l'automne et un radis chinois, en l'occurrence, qui a été semé en même temps. Le diagramme, il représente en fait les teneurs en nitrate dans les différentes strates de sol. Et en fait, la différence entre les deux cultures, c'est qu'il y en a une qui a une croissance racinaire beaucoup plus rapide en profondeur. Donc, entre une graminée et une crucifère, on a des vitesses de croissance racinaire très différentes. Et là, on a des données un peu plus précises sur différentes cultures. Le seigle, l'avoine, les gras, les radis, euh, la moutarde, le radis d'hiver et la facélie. Et en fait, la vitesse de croissance racinaire, elle est assez différente selon les espèces. Et on voit que celles qui ont les enracinements les plus rapides, en l'occurrence dans ces comparaisons de 5-6 espèces, en fait, c'est les radis. Donc, j'avance encore là-dessus. Là, j'ai repris un petit exemple pour illustrer, euh, plutôt basé sur des réflexions qui ont lieu en grande culture sur le recyclage des éléments nutritifs pour éviter la lixiviation en hiver. On a en vert la courbe d'absorption d'azote par le couvert d'interculture. Et puis en bleu, en dessous, en fait, l'azote lixivié. En tiret, en pointillé si le sol est nu et en trait plein si le sol est couvert. Et donc, en fait, tout le delta entre le pointillé et le sol, et la courbe pleine, c'est toute l'azote qui est capté par le couvert et qui va être euh, enfin, pas disponible, mais qui va pas être disponible à la lixiviation pendant l'hiver. Je passe là-dessus. Et ensuite, sur l'aspect engrais vert, on a aussi les propriétés des plantes euh, à modifier le- la chimie du sol localement. Et on a des pH racinaires assez différents selon les plantes. Et en tout cas, pour nous, dans nos conditions euh, en PACA, les sols calcaires à pH très élevé, on a des plantes qui ont des facultés à diminuer le pH localement, telles que la févrole, qui se comporte très bien dans ce type de sol. Et en fait, c'est des cultures qui, effectivement, sont intéressantes pour aller solubiliser du phosphore. Et on a dans la bibliographie d'autres d'autres plantes qui peuvent être intéressantes pour ce service-là, des brassicacées ou le sarrasin. Alors, je pense qu'on manque peut-être un peu d'infos à ce sujet-là. Si vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à contribuer. Et pour le service de restitution en azote aux cultures suivantes, c'est quelque chose qu'on peut attendre d'un engrais vert. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, le stade de destruction est très important. Bon, il y a diverses études qui documentent ça en fonction du rapport carbone sur azote de la plante, des différentes teneurs en composés euh, de la plante, que ce soit cellulose, hémicellulose,
lignine, etc. Donc là, c'est juste un exemple qui montre aux États-Unis l'influence du couvert sur le rendement du brocoli suivant en fonction du couvert. Premier cas, couvert de veste, et deuxième cas, couvert d'avoine. Il y en a le premier couvert de légumineuse a un effet euh, intéressant qui contribue à augmenter l'azote disponible pour la culture. Et dans le second cas, c'est l'inverse, on a un effet détrimental. Bon, je ne vous ai pas mis quand est-ce que le couvert a été détruit par rapport à l'implantation de la culture, juste pour illustrer que les services attendus, ils dépendent vraiment de manière importante du choix du couvert et les dates de destruction. Hop. Voilà, je vous passe, enfin, on a fini sur les rappels sur les couverts végétaux. Et puis, je vais passer maintenant à la présentation de l'outil que j'ai utilisé et mis en place pour travailler avec les maraîchers dans le groupe défi. Si jamais vous avez juste des questions à ce stade-là, n'hésitez pas. Ok, pas de questions a priori. Alors, Il n'y je en a pas dans le poursuis. chat non plus. Ok. Alors, euh, je n'ai pas présenté la bonne feuille. Je reviens en arrière. Pardon. Hop. Voilà, normalement, vous voyez la fenêtre de l'outil Acacia. Oui, Donc, on le il y a voit. un document Excel qui a été créé par le GI2E Magellan en grande culture. Un GI2E qui travaille sur l'agriculture conservation des sols dans Lyon, me semble. Qui est animé par un animateur Terry Novia, je crois. Euh, et donc, ils ont beaucoup travaillé sur les couverts et entre autres, ils ont bossé sur un outil qui aide à la création des mélanges de couverts végétaux. Et dans cet outil Excel, il y a énormément de feuilles qui décrivent les propriétés des différentes espèces de couverts qu'on peut utiliser. Donc, il y a une base de données assez intéressante à valoriser là-dedans. C'est chercher des informations sur les espèces. Et l'outil était conçu en fait euh, pour sélectionner différentes espèces qu'on souhaiterait intégrer dans un couvert. Et donc on peut sélectionner dans un menu déroulant des espèces. Voilà, on peut rajouter des espèces et ça nous calcule en fait euh, automatiquement des doses de SMI et des coûts en fonction des doses de SMI de référence et du nombre d'espèces qu'on a mis dans son couvert. Euh, donc c'est ce principe-là, moi, que j'ai repris parce que en maraîchage, en fait, on peut être intéressé pour faire des mélanges de couverts. Euh, mais les doses de SMIC qui sont utilisées sont souvent plus élevées pour tout un tas de raisons. Parce que les maraîchers sont rarement équipés de semoirs, en tout cas sur des surfaces petites ou moyennes, pour semer des semences de couverts végétaux type graminées, légumineuses de grosses graines. Et puis, dans ce cas, en plus, la pression d'adventice est souvent assez élevée, et donc on a quand même intérêt à augmenter les doses. Parfois, les couverts sont courts, et donc si on veut maximiser l'intérêt du couvert, on a aussi intérêt à augmenter la dose pour avoir une biomasse qui soit euh, importante, même sur un cycle court. Donc voilà, cet outil, il est normalement disponible sur le site internet du GIE2E Magellan ou alors sur leur page Facebook, euh, qui est librement accessible. Voilà, je vous laisserai chercher, fouiller.
il y a quand même beaucoup d'informations intéressantes à aller chercher. Et je me en suis allègrement servi, notamment pour avoir des infos sur les légumineuses, par exemple. Alors, je reviens. Euh, voilà. C'est bon. Donc l'outil en question, en fait, c'est juste simplement un tableau avec en entrée des espèces de couverts que j'ai répertoriés. Et ensuite, tout un tas d'informations techniques, les doses de SMI dans les références en grande culture, les coûts de semences, le poids de 1000 grains, les périodes d'implantation, les durées de cycle théoriques, euh, les températures de gel, profondeur de semis, et puis ensuite d'autres informations euh, que j'ai pu trouver sur les sensibilités aux maladies, des, les types de sols qui sont plus appropriés, les vitesses de germination, et puis quelques informations aussi sur les variétés dans les cas très particuliers. Donc ça, en fait, initialement, c'était un tableau que je m'étais fait juste pour m'aider dans ma recherche bibliographique parce que il y a quand même énormément de ressources existantes en maraîchage, sur les couverts, un peu en maraîchage, mais en fait pas tellement euh, par rapport à ce qui se fait en grande culture. Donc l'essentiel des infos, elles sont quand même issues de données établies dans les systèmes en grande culture en France. Donc sur les sources d'infos, j'ai noté dans la notice, j'ai trouvé des choses au milieu du tab. Il y a l'Île-de-France qui ont des recueils qui synthétisent des informations sur les couverts. Arvalis, Agridea, Agri-Genève. Une thèse faite à l'INRAE sur les couverts végétaux en 2007. La Chambre d'agriculture Tarn-et-Garonne, le GIE des Magellan. Agriréseau au Canada, Semences de Provence, qui est un semencier local. Et l'Institut technique de la betterave. Et aussi pas mal de ressources. Donc voici à quoi ressemble l'outil. Euh, on- donc on peut juste se servir du tableau récapitulatif pour aller chercher des infos sur les espèces quand on ne les connaît pas. Et puis ensuite, si on cherche à faire des mélanges de couverts, voilà, on peut utiliser cet outil. Donc c'est juste des cellules qui permettent de faire des calculs automatiques. Donc en haut, vous pouvez choisir la surface à semer. Donc on peut mettre 1 hectare par exemple, ou une petite parcelle de 100 mètres carrés si on veut juste semer une planche, peu importe. Et ensuite, on peut sélectionner les espèces qui sont dans, dans notre feuille base de données. Donc là, je sélectionne la févrole. On peut ajuster le pourcentage de germination. Donc ça, c'est intéressant si jamais on a des semences qui sont pas euh, qui sont pas forcément stockées dans les bonnes conditions, ce qui arrive fréquemment, ou qui ont plus d'1 an. Donc imaginons qu'on a 85% de germination. Donc ensuite, l'outil nous sort une dose de SMI théorique. Alors ça, bah, c'est juste basé sur la biblio, donc c'est toujours cliquable, on peut toujours ajuster. Et sur la base du poids de 1000 grains, ça nous sort une densité de graines au mètre carré semées. Donc, pour le maraîchage, arbitrairement, j'ai multiplié par 2 les doses de SMI, parce que souvent, c'est ce qu'on se retrouve à faire sur le terrain. Donc c'est pareil, selon les espèces, c'est pas forcément quelque chose qui est une vérité générale. Mais bon, globalement, on a ça. Et voilà, pour la févrole en particulier, bah, on peut ajuster le poids de grains. Souvent, en fait, on a des semences qui peuvent être de moindre qualité. Donc, si on a une poêle de 1000 grains plus petit, on veut quand même garder la même densité de graines au mètre carré. Euh, et donc, en fait, ça va diminuer
notre dose de SMI en kilos par hectare. Et donc ensuite, ça prend en compte la surface qu'on a prévu de semer, ça nous sort des quantités de semences à semer. Et puis, si on, si on a la chance d'avoir un voisin qui nous vend de la semence pour moins cher, ben, on peut adapter le prix de la semence et ça nous fait le calcul du coût. Donc ensuite, on peut rajouter autant d'espèces qu'on veut. Donc si on fait un mélange février, triticale, radis fourragé, ben, en fait, ça va nous sortir les quantités de semences en mélange. Donc pour le maraîchage, pour 100 mètres carrés, voilà ce qu'il nous faut. Il nous faut 900 grammes de févrole, 300 grammes de triticale et 50 grammes de radis. Tout simplement comment ça se fait. Et donc on a les sommes qui se font sur le coup, tout en bas. Euh, voilà. C'est très très simple. Euh, et pour l'instant, l'outil ne va pas plus loin que ça. Alors, euh, si jamais ça vous intéresse, je pense que je pourrais vous l'envoyer, ce document. Pour l'instant, il n'est pas diffusé où que ce soit, à part à quelques conseillers locaux avec qui j'échange régulièrement, quoi. Ouais, il n'a pas vocation à être diffusé pour l'instant parce que je considérais que c'était un outil de travail plus qu'autre chose. Mais j'imagine que ça peut intéresser certains d'entre vous. Euh, pour, euh, pour nous, pour l'instant, ça sert au maraîcher du groupe Défi aussi à constituer des mélanges avec des espèces qu'ils ne connaissent pas forcément très bien. En tout cas, ça facilite la réflexion et donc ça va être joué facilement sur des différents mélanges. Et nous, en l'occurrence, on a une apprentie qui va mettre en place des plateformes comparatives de couverts. Et dans ces plateformes, elle va comparer des espèces pures, mais aussi des mélanges. Et donc, elle va s'en servir. Alors, si jamais vous souhaitez modifier l'outil, en fait, actuellement, l'outil il s'ouvre sur Google Sheet, sur Excel et aussi sur OpenOffice Calc. Alors, sur OpenOffice Calc, visiblement, il y a quelques formules qui sautent, mais ça n'empêche pas d'utiliser l'outil globalement. Euh, si vous, si je vous partage en fait l'outil via un lien Google Sheet, ce qui se passe, c'est que vous pouvez modifier que les cellules en jaune. Et tout le reste, si vous essayez de le modifier, ça vous met une alerte, donc vous ne pouvez pas le modifier. Euh, Par contre, si vous ouvrez le logiciel sur Excel directement, en fait, le mécanisme de protection des cellules ne fonctionne pas et ça vous permet de tout modifier, même la base de données. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une base si vous voulez modifier, je ne sais pas, les prix, les données de doses de SMI, par exemple, ce genre de choses. Donc j'ai une petite notice d'utilisation euh, très courte pour rappeler voilà comment ça fonctionne, mais bon, j'imagine que vous avez compris le fonctionnement. Mais c'est plus pour les agriculteurs qui n'auraient pas forcément eu l'occasion d'avoir des explications. Voilà pour l'outil. Euh, Ça a pris pas mal de temps parce qu'en fait, c'est surtout le temps de bibliographie euh, qui était long. Mais bon, ça s'est fait sur plusieurs années, petit à petit. Et puis après, le calculateur, bon, c'est juste des formules Excel assez basiques. Super. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Hem, Bah, déjà merci Emilien là pour ta présentation. Juste Yuri avant de te laisser la parole, juste petite précision, il y a, Maël qui a mis un lien, donc de la quatrième version, pour, l'outil Acacia là et du coup les onglets seraient plus visibles en fait, dans cette version-là. C'est ce qu'elle précise et du coup Yuri, je te laisse la main. Oui, merci. Déjà, merci pour la présentation, Emilien.
Moi, j'ai une petite question sur l'application au sein du groupe défi. Est-ce que le fait d'avoir toutes ces références disponibles, ils sont un peu aventureux, ils essaient des choses nouvelles par rapport à cette biblio ou pas vraiment? C'est une bonne question. Ouais, initialement, j'avais espoir que ça stimule effectivement cette curiosité. Et puis finalement, ça change pas grand-chose. Ça dépend vraiment des personnes et de leur appétence sur le sujet. Mais par contre, moi, ça m'aide beaucoup parce que ça permet d'être plus précis et d'être plus rapide, tout simplement. Quand je réfléchis, enfin, quand on mène des réflexions avec les maraîchers sur ce qui pourrait être fait. Euh, Déjà, dans le groupe des filles, en fait, ce qui a eu lieu pour susciter l'intérêt sur ce sujet-là, bon, déjà, ils avaient une appétence sur la fertilité du sol, puisque c'était le sujet initial du groupe quand c'était créé en 2017. Et ensuite, il y a eu des formations qui ont été organisées sur le sujet, des rencontres, des tours de plaine, etc. Donc, c'est plus, on va dire, ce qu'on fait classiquement dans l'animation de groupe qui est important, plus que l'outil qui est là. C'est plus un gadget qui peut vous aider, vous, en tant qu'animateur, je pense, plus que les maraîchers directement. Mais il y a sûrement des maraîchers qui seraient très contents de pouvoir l'utiliser. Ok, merci beaucoup. Merci Emilien. Et du coup, Maël avait posé une autre question dans le chat, mais je crois que tu y as répondu, Emilien. C'était pour est-ce qu'on peut faire varier les doses de semis manuellement pour les mélanges? Et justement, tu disais que si tu télécharges le tableau sous format Excel, normalement c'est possible, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. En fait, alors c'est la dose de SMI qui est ici, colonne D ou colonne F. On peut la faire changer manuellement si on l'a sur Excel. Et sinon, si on veut artificiellement faire changer la dose de SMI, il suffit de diminuer le taux de germination. Par exemple, la févrole, si je passe de 70 à 80, voilà, ça augmente la dose de SMI. Juste en tâtonnant, on arrive facilement à la dose qui nous intéresse. C'est une autre manière de contourner. Ouais, les blocages. Ouais. Ok. Et, et je sais pas s'il y a quelqu'un enfin, un IR qui utilise, enfin, qui fait des mélanges. Comment vous réalisez les mélanges dans vos groupes, quoi? Est-ce que vous utilisez des outils aussi? Pas? Ah, il y a Alexandre, si. Alexandre et Yuri. Bah, Alexandre Barrier. Ouais, bonjour tout le monde. Bon, je peux témoigner rapidement. Nous, ce qu'on fait sur les engrais verts, c'est qu'on part du pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on va avoir les céréaliers bio locaux, parce qu'on est que un groupe bio, et on prend ce qu'ils ont, c'est-à-dire des métailles, qu'on aille avoir 50-50 légumineuses céréales. Et en fait, en fonction des années, ça change un petit peu. Ça marche plutôt pas mal. Je sais qu'il y a d'autres groupements qui font ça, mais on arrive à commander une dizaine de tonnes chaque année pour nos maraîchers. Et en fait, ça marche super bien. On a des 1 € le kilo. Les premières années, on était à 50 centimes le kilo, donc des choses qui sont imbattables comparées à ce qu'ils trouvent sur le marché. À la Faceli, on est à 5 €, c'est au lieu de 25 sur le site AgroSemence. Enfin, du coup, ça permet vraiment de. Cette entrée prix et disponibilité a permis à beaucoup de fermes de commencer à faire plus d'engrais verts ou du moins d'avoir de la semence déjà. Et ça permet aussi de surdensifier les semis parce que, comme tu disais, Emilien, quand c'est fait à la main, par exemple, les métailles, moi j'arrive à leur conseiller des fois de mettre du 400 kg hectare, ce qui semblerait complètement aberrant pour des éleveurs ou des céréaliers. Par contre, les résultats dans les systèmes maraîchers, c'est vraiment super. Et comme ça marche bien, les céréaliers sont contents, les maraîchers sont contents, bah du coup les céréaliers, pardon, ils commencent maintenant à nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse comme mélange. On peut varier des choses. Dites-nous, on le fait. Et ça a aussi permis aux céréaliers de monter un peu en compétence et en qualité de produit, puisque maintenant ils font aussi des analyses pour vérifier qu'ils ne nous transmettent pas des maladies ou ne nous transmettent pas des adventices. Et du coup, on met ça en place depuis, c'est assez récent, ça fait quatrième année cette année, je pense. Et ça marche quand même pas mal. Donc, on est plutôt parti de l'existant, de ce qu'ils pouvaient trouver en local. Et ça a plutôt bien pris pour l'instant.
Et je trouve que moi, avec un métail, une facélie, un sarrasin, allez, on rajoute un sorgho, on peut faire des engrais verts toute l'année avec ça en maraîchage. Donc voilà. Et Alexandre, qui est-ce qui a initié ces échanges-là avec les grandes cultures? Bah, c'est moi du coup, et du coup maintenant je travaille avec mes collègues de Bio63 qui du coup sont Romain qui est conseillère en grande culture, et en fait c'est elle qui gère la partie avec les céréaliers et puis moi qui gère la partie avec les maraîchers. Puis maintenant aussi il y a les arbaux et les petits fruits qui se greffent à nous puisqu'il y a de la facélie, et puis en fait on voit le mouvement vertueux quoi. OK. Et on fait, du coup, certains d'entre vous étaient au salon qu'on organise là, notamment avec notre groupe Défi, on organise ça sur un salon. Donc le midi, ils se retrouvent, il y a le balai des camions et du Manitou qui bouge les big bags. Ils s'arrangent entre eux, entre les sacs et les big bags. Les big bags sont vraiment pas chers. Et ça se met en place tout seul maintenant, tous les ans. En septembre, on le fait puisque ça permet aux céréaliers d'avoir moissonné, d'avoir fait l'analyse. Et ça permet aux maraîchers d'avoir ce qu'il faut pour l'hiver. OK. Et du coup, tu es allé directement les voir ou enfin, je sais pas, tu profité d'un groupe qui était existant pour enfin, ouais, comment tu es rentré en contact avec, ces agris? Du coup, moi, je suis pas en contact avec eux, je suis passé par mes collègues de Bio63 OK. là pour qui sont animateurs et conseillers en grande culture. Et eux, justement, au début, ils ont plutôt choisi des fermes fiables, des Mmh. fermes qui allaient nous faire un bon mélange sans datura et sans autres, je sais pas, cuscut, typiquement, ce genre de truc qu'on veut pas. Du coup, en fait, elles ont plutôt choisi des fermes fiables pour assurer des volumes. Et en fait, une ferme, grande culture, sortir 10 tonnes de petits big bags de métail, c'est que dalle. Donc, justement, il fallait pas non plus 30 fermes céréalières parce pour eux, c'est ridicule ce qu'on leur prend. Oui. Même au début, ils râlaient un peu, hein, faire des sacs de 25 kilos pour les maraîchers, c'était presque un effort. Bon, maintenant, ça va, ils acceptent plus. On a un projet similaire en PACA, et c'est le même fonctionnement, même problématique. On en avait fait, Emilien, quand j'étais en PACA, il y a 6-7 ans. Et du coup, on allait chercher dans le 04-05 et on avait fait des livraisons dans les autres départements qui ont moins de grande culture pour le coup. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est les céréaliers du 04-05 qui dispatchent ensuite dans les autres départements. Mm. Et maintenant, on a beaucoup de maraîchers qui sont intéressés, on a une dizaine de tonnes, je crois. Et les viticulteurs qui commencent à être très très intéressés aussi. Et là, c'est plus tout le même volume. C'est chouette quand ça prend. Je pense que ça peut être une bonne entrée de commencer avec un groupement local de céréaliers notamment. Et comme ils sont plusieurs et ils arrivent à sortir une offre de une douzaine d'espèces différentes. Donc on peut s'amuser avec des mélanges locaux Mm. aussi. C'est ce qu'on n'a pas encore travaillé du tout en fait. Et Ouais. c'est l'objet de prochain sujet d'essai sur des microplacettes. Parce qu'on peut faire d'intéressant avec ce qu'on a en local. Mm. On y travaille aussi, nous, de calculer la biomasse produite et le taux d'azote qui peut être synthétisé sur le développement. C'est le genre de truc qu'on voudrait approfondir aussi, nous, dans un J2E qui pourrait bosser dessus. OK. Je crois que Yuri avait une question, mais Ouais. il a baissé la main. Oui, là, c'était pas forcément une question, c'était pour répondre à ce qu'avait demandé Lucas, mais le sujet a évolué. Donc, Bah voilà. du coup, Yuri, toi, t'as un autre témoignage à faire? Enfin, Ouais, sur les choix des mélanges, et cetera? ouais, témoignage, pas plus que ça, mais c'est peut-être un micro-retour d'expérience. Mmh. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Emilien pour savoir si ça avait suscité un peu d'intérêt, de curiosité sur les différents couverts. Parce que moi, j'utilisais Acacia jusque-là, surtout pour, en fait, comme tu disais bien, surtout pour moi, pour voir un petit peu les dosages, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que, exactement comme disait Alexandre, ils utilisent en fait très peu d'espèces et qu'avec ce qu'on trouve à peu près en local, on arrive à faire des trucs assez cool. Bon, enfin voilà, c'était simplement ce retour d'expérience-là, en fait, qu'avec 5-6 espèces, donc métail, févrole, sorgho, facélie, quoi, on arrive à peu près à faire l'année. Mais qu'effectivement, du coup, ça limite pas mal j'allais dire l'expérimentation sur ferme, quoi, la curiosité des essais. Voilà. OK. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question sur cette thématique? Ou sur une autre thématique, hein, d'ailleurs?
en lien avec les couverts. Bah, Ouais. Attends, mais j'enchaîne du coup, parce que Allez. ça m'est venu entre-temps. Tout à l'heure, Emilia, tu parlais de l'influence des couverts sur le pH, parce que vous avez des problèmes de sol calcaire. C'est notre cas aussi ici. Je me suis jamais vraiment intéressé à la question parce que je n'y avais pas vu un levier. Mais tu constates vraiment un effet visible? En fait, l'effet, il est fugace et tant que la plante est vivante. Le Ouais. pouvoir tampon du sol est tellement fort que il n'y a aucune chance qu'une culture change le pH du sol, réduise le pH, diminue le pH du sol à long terme. On n'a pas mesuré, mais quand on fait des analyses de sol chez les maraîchers qui font des couverts, ils n'ont pas des pH du sol plus faibles que les autres. Mais par contre, la plante qui a un pH racinaire plus bas est en capacité d'aller chercher ou de faciliter en tout cas l'acquisition de l'élément nutritif d'une autre plante qui n'aurait pas le même pH racinaire. Et d'où l'intérêt peut-être de faire des couverts diversifiés. Ok, oui, je pensais effectivement à la mobilisation d'un certain nombre d'éléments. Nous, on a des problèmes d'assimilation d'un certain nombre de plein de choses en fait, à cause des pH trop élevés et saturation de la CEC. Et du coup, c'était plus sur ce levier-là que je me demandais. Mais si ça change pas le pH même sur quelques semaines, effectivement, difficile d'avoir un effet, j'imagine. Mais ce serait peut-être un sujet à creuser, à voir en combien de temps cet effet reste, à quelle distance de la racine le pH diminue vraiment. Mais c'est pas des choses que nous on peut travailler de manière sérieuse et fiable. Ok. Est-ce que je peux passer à la partie retour d'expérience de ce qui est fait dans le groupe? Je vois qu'il reste un petit quart d'heure. Oui, clairement. Je pense que ça pourra alimenter les discussions. Et puis, justement, pour ceux qui ont déjà travaillé ces thématiques-là dans des différents groupes, vous pourrez peut-être compléter ou apporter vos réactions qui aillent dans le même sens ou qui soient contradictoires avec ce qui est fait dans le groupe. Mm. Du coup, est-ce que quelqu'un aurait un retour d'expérience sur des couverts qu'il aurait mis en place, qu'il ou elle aurait mis en place avec son groupe est-ce que c'est quand même globalement, parce que là, du coup, on a eu 2 retours, sur, du coup, passer par des grandes cultures, par les grands enfin, par des agriculteurs en grande culture qui produisent, du coup, des semences pour les agris du groupe Défi et ensuite, du coup, voilà, ça permet, d'avoir des semences pas chères et locales. Mais est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous utilisez d'autres façons de faire? Ouais, Alexandre? Du coup, j'en parlais encore tout à l'heure, donc je peux en parler maintenant aussi. Ce que j'essaie de mettre en place avec les producteurs aussi, notamment dans les petits systèmes, pour éviter d'avoir des parcelles qui, entre guillemets, s'enfrichent ou d'avoir des soucis de parcelles abandonnées, si je peux dire, entre deux cultures. Ce qu'on développe pas mal aussi, c'est notamment avec le métail, de faire des engrais verts longs quand ils le peuvent pour se passer de certains intrants. Et moi, je pense notamment à toutes les cultures d'hiver où, en fait, finalement, poireaux, radis, enfin tout radis d'hiver, navets, choux, des fois, ils arrivent à ne rien mettre avant fin juin, même dans certains secteurs. Et du coup, on a un temps de dispo de parcelles de fou. Et du coup, de beaucoup travailler avec eux pour qu'ils les laissent au stade fleur maximal parce qu'ils ont tous peur de la destruction, alors qu'en fait, la destruction est facile quand elle est au stade fleur, alors qu'en fait, ils s'embêtent à zigouiller un seigle bien costaud alors qu'il est en pleine pousse. Donc, ça me permet qu'ils comprennent mieux le comportement des espèces pour ensuite ne plus avoir peur de les intégrer dans les rotations. Et là, du coup, ce que j'ai fait chez certains, et ce qui marche vraiment bien, là, j'ai quelques photos par exemple, c'est d'emmener un métail à maturité.
Donc, quand il est semé bien comme il faut, ça va arriver vers, chez nous, c'est allez, début juin, fin juin, dans certains secteurs. Et quand ils n'ont pas besoin de la parcelle, des fois avant l'automne, ou même des fois pas du tout de l'année, quand les rotations peuvent être plus longues, c'est de le broyer, et même des fois de rien faire, ou alors de passer un rota ou un culti, un vibro, pour le réintégrer au sol, et du coup, il regerme. Et là, en fait, on a si on faisait le calcul de semences à l'hectare, il serait énorme, et on se retrouve avec un taux de couverture du sol qui est complète. On n'a pas une seule adventice, ça étouffe complètement tout ce qu'il y a sur place. Et un taux de légumineuses énorme qui germe derrière. Et vraiment, on a des parcelles, on prend des photos, on arrive à prendre une photo où il n'y a que de la légumineuse, on voit pas le sol, elle est en train de germer, c'est tout petit. Et donc là, il faudra approfondir, c'est finalement quel apport d'azote sur deux métailles d'affilée non exportées. Et surtout, une très très bonne couverture du sol, un bon apport de biomasse et qui pourrait, je pense, sur certaines cultures, passer complètement d'un tran de fertile par la suite. Et ça, je pense, c'est des itinéraires techniques qui sont assez intéressants à développer. Ça, c'est un compromis à mettre une luzerne qui va prendre 2 ans, 3 ans, qui peut mal s'implanter, qui peut avoir besoin d'être irrigué. Et là, du coup, je trouve que ça permet de faire 2 engrais verts d'affilée avec zéro coût. Et surtout, bah, j'aimerais bien un peu travailler sur l'apport que ça fait. C'est intéressant ton retour d'expérience. Il y a des maraîchers dans mon groupe qui ont fait un peu la même chose. Là, en l'occurrence, c'était sur du blé, mais ça marche. Ça doit marcher aussi bien sur d'autres espèces. Et c'est encore plus intéressant quand il y a des légumineuses. Et sur l'aspect impasse de fertilisation, réduction de fertilisation, on se posait beaucoup de questions sur une des fermes et on a fait l'essai sur une culture de poireaux après un gros couvert végétal, VS avoine seigle. Euh, et donc semé en octobre ou ouais, courant octobre, détruit fin mai. Les poireaux plantés en juillet avec 145 unités d'azote sous forme de farine de plume fractionnée en 3 fois. Il n'y a pas eu de différence de rendement par rapport à la modalité sans fertile. Et pourtant, la culture était, enfin, était belle, même sans fertile. C'est une ferme qui se trouve sur les sols argileux riches en bord de Durance et qui apporte du broyat régulièrement. Donc c'est des contextes particuliers. Mais en tout cas, on a pu le vérifier. On a quand même répété les mesures sur 2 parcelles différentes. Pour le coup, on a fait ça un minimum sérieusement et on a été surpris du résultat. Ok. Ouais, parce que j'en ai. Et du coup, là, Emilien, tu as utilisé la méthode Merci, c'est ça, pour estimer? C'est ce que je lui ai présenté. Je crois qu'il y a Ellie qui avait une réaction avant Ah oui. que Ouais, je poursuive. effectivement, mais je pense que, en fait, je reparlerai après ma présentation parce que ça va boucler avec des trucs que je vais dire sur exactement ce que tu viens de dire, Alexandre. Donc, comme ça va boucler et que j'ai un retour d'expérience aussi et une question à te poser à la suite, on verra tout ça un peu plus tard. Je te laisse continuer. Ok. Donc là, juste un petit retour d'expérience. Désolé, la photo est pas terrible. C'est sur une ferme dans le nord des Bouches-du-Rhône, euh, sur laquelle il y a, le maraîcher avait l'habitude de faire un métail parce que son voisin est éleveur et qu'il y a des moutons. Et donc, il a à disposition de la févrole, de la veste commune et du blé. Donc c'est ce qu'il sème habituellement. Et cette année-là, donc c'était en 2023, à l'automne 2023, je lui ai fourni un mélange du commerce, justement issu de la commande groupée du GI2E Magellan. Donc c'est un mélange bio. Et donc dedans, vous voyez, c'est noté, il y avait différentes espèces. Il y avait de la moutarde d'Abyssinie, du radis chinois, du trèfle d'Alexandrie, du fenugrec, de la facélie et du lin. Et le producteur avait fait une culture pomme de terre en précédent, donc récolté en août, début septembre. Il avait un peu surfertilisé en azote et il y avait des gros reliquats qu'on n'a pas mesurés malheureusement. Et donc sur la partie métail, là, les mesures ont été faites mi-avril. Il y avait à peu près un peu moins de 11 tonnes de matière sèche estimée par Merci sur la partie métail et sur l'autre partie, on était plutôt autour de 17 tonnes de matière sèche. Majoritairement produite par la moutarde d'Abyssinie, le radis chinois et un peu le reste de manière plus anecdotique. Donc sur ce type de couvert long, en plus là on est dans un contexte où les hivers sont très peu gélifs, donc les plantes continuent à pousser, même celles qui sont dites gélives, le radis chinois, il y en avait la moitié qui n'était pas gelé à la fin de l'hiver.
euh, on avait des grosses mobilisations d'azote et ça pose plein de questions quand on voit ce type de résultat parce que on est sur des sols profonds, argileux, donc potentiellement peu sensibles aux lixiviations d'azote, mais quand même on est en culture maraîchère avec des enracinements pas forcément très profonds, un pilotage asserti un peu au doigt mouillé, en tout cas pas forcément adapté à la culture. Euh, et donc, on ne sait pas si il en reste sous le pied en termes d'azote à aller chercher en profondeur ou si le couvert était à son potentiel maximum. Mais voilà, juste un retour d'expérience sur le fait que bah, un métail, c'est bien. Mm. Peut-être que dans certaines circonstances, aller chercher des espèces type Sipan, c'est quand même intéressant, même si on n'a pas forcément envie d'intégrer dans ces couverts des brassicacées. Juste pour être bien honnête, au mi-avril, il y avait déjà des pontes de punaises dedans et potentiellement des larves d'altis dans les tiges que j'ai pas forcément trouvé, mais bien sûrement. Euh, et pour l'anecdote, donc là, le couvert était haut, le producteur avait pas besoin de la parcelle, il a laissé mener à graines une partie du couvert, donc il a détruit que fin mai, je crois. Et en fait, la facélie s'est ressemée. Et un petit peu les moutardes l'ont spontané, pas celles qu'on avait dans le mélange. Euh, et donc, là, on a un couvert de facélie à l'automne qui a très bien regermé après un travail du sol. Voilà ce qu'on peut voir sur notre ferme de groupe. Là, c'est un couvert de blé, tout simplement, sur une parcelle. Quand les maraîchers sont pris au dépourvu, ils n'ont pas planifié dans la rotation et qu'ils vont pas acheter à l'avance les semences, bah, ils se retrouvent à se poser la question de qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme semences bio pour couvrir le sol pendant l'hiver. Et là, ils vont à la coopérative du coin, ils achètent du blé en alimentation animale. Voilà, ça couvre le sol et un minimum et ça peut semer une grosse densité. Donc là, c'est un couvert semé début novembre et le relevé a été fait mi-avril. C'est sur une autre ferme, celle sur laquelle on a fait l'essai sur le poireau, justement, où là, ils mettent un métail, févrole, avoine, veste seigle, et ils arrivent classiquement à plus de 10 tonnes de matière sèche. Et sur les restitutions, potentiellement, ça apporte quand même pas mal d'éléments pour les cultures suivantes si elles sont assez longues. Euh, donc c'est très poussant. Alors, quand on voit ça, on se pose toujours la question de ce qui est. Comme on n'a pas vraiment de témoins, on ne sait pas quelle influence sur les cultures suivantes par rapport à si le sol avait été nu ou couvert d'une manière différente, si le couvert avait été détruit plus tôt. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un peu des données chiffrées sur en tout cas ce qui a été piégé par le couvert. Là, c'est un autre couvert semé au 1er janvier. On ne fait pas ça dans toutes les régions. C'est à Avignon. Euh, sur un relevé mi-avril. Il y avait 8 tonnes et demie sur de la févrole majoritairement et du seigle. Et là, on passe sur des couverts d'été, toujours dans le même secteur. Maraîcher fait du radis, fin de printemps, il a des parcelles qui sont dispo jusqu'à la fin d'été. Et donc là, classiquement, le maraîcher fait du sorgho fourragé. Il fonctionne toujours très bien, c'est un peu notre plan de témoin pour les couverts d'été. On avait comparé du millet commun et du sarrasin. Enfin, deux espèces de sarrasin, mais j'en ai mis qu'une seule sur diapo parce qu'il n'y a pas eu de différence entre les espèces de sarrasin. Donc sur les relevés, merci. Ce qui paraît le plus intéressant, c'est le millet et le sorgho. Bon, il y a un petit biais sur le sorgho. On a prélevé dans les zones où il était moins poussant, mais grosso modo, le sorgho et le millet, ça produit à peu près pareil en biomasse. Le sorgho un peu plus résistant au sec. Euh, et par contre, pour le producteur, lui, il préférait la modalité avec le sarrasin parce que grâce à son chevelu racinaire, on avait une meilleure microporosité visiblement.
et qu'il a en tout cas lui senti au passage des compacteurs quand il a repris la parcelle. Parce que la parcelle était très compactée, le couvert a très bien poussé, mais à la fin du couvert, on était toujours sur une structure de sol très massive. Et le sarrasin a vraiment aidé à la reprise du sol. Voilà, je me suis arrêté là pour les présentations. On a aussi fait des choses sous serre, mais je ne les ai pas mises ici. Ouais, Delphine? Oui, ben merci pour toutes ces informations. Moi, j'ai animé un GI2E pendant 4 ans sur les couverts végétaux. Et de mémoire, en tout cas, à l'époque, Merci, on ne pouvait pas l'utiliser pour les couverts d'été. Il n'y avait pas encore les références. Est-ce que ça a changé maintenant? Il Je crois était que ça a utilisé changé très pour... récemment, D'accord. depuis la dernière mise à jour, il me semble. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on trichait sur les dates de semis pour pouvoir utiliser Merci. Donc c'est pour ça, après, Oui, les restitutions, on les interprète pas trop. c'est ça. Du coup, oui, d'accord. Et Merci. c'est pareil sur les estimations Merci sous abri, les référentiels sont pas justes. Sous serre, les teneurs en matière sèche sont plus faibles. Donc en fait, Merci, il nous surestime la biomasse sèche. D'accord. Et Yuri nous confirme effectivement que c'est la nouveauté depuis mars. Donc, c'est intéressant. Et donc, toi, Emilien, tu estimes que ça estime bien la restitution, la méthode Merci? La restitution des couverts? J'ai aucun retour là-dessus. Je sais Ok, pas. Je vais pas creuser, pas chercher à savoir pour l'instant. On n'est pas encore là. d'accord. Ouais. Mais c'est vraiment un sujet, je pense que tout le monde, sur lequel tout le monde va avoir des infos, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup. Ok, Il y a quelques essais qui ont été faits, hein, je veux dire en local, au Grab, sur des mesures de rendement après différents types de couverts et des témoins sans couvert, mais on n'en est pas à savoir quelle partie de l'azote du couvert a été finalement assimilée par la culture. ok. A priori, quand même, ça a été bien calibré par pas mal de travaux quand ils l'ont lancé, hein, la méthode, je crois. Donc, de là à ce que ce soit très juste pour toutes les espèces, je sais pas, mais j'avais lu un peu des bios qui disaient que ça avait l'air assez calé. Maëlle, tu veux réagir? Ouais, je voulais dire qu'elle a été bien calée. Après, ils les ont calés sur des essais qui sont quand même, à mon avis, pour le coup, très Nord France, dans des sols de grande culture qui sont moins travaillés, moins irrigués, moins aérés. Et puis, avec de mémoire, quand on regarde un peu le domaine de validité du modèle, sur les restitutions et enfin, la teneur en azote et les dynamiques de restitution, c'est quand même hyper lié c'est quand même très lié, pour le coup, au respect des dates de semis et de destruction, entre guillemets, classiques de 6 pans de grande culture. Du coup, en maraîchage, on aime bien détruire vachement tard au printemps, effectivement, quand on a des parcelles libres. Et du coup, enfin, moi, j'ai les mêmes interrogations que ce qui a déjà été partagé, quoi, sur la réalité enfin, des quantités d'azote restituées et des cinétiques proposées. Disons que j'en tiens partiellement compte, mais pas complètement dans dans les accompagnements producteurs qu'on peut faire sur des cultures suite à découvert, quoi. Ok. Merci Maëlle pour ces précisions. Du coup, s'il y a plus de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec, la présentation de Ellie et ensuite on pourra continuer sur, des temps d'échange si vous avez encore des questions à poser, sur l'intervention d'Emilien. Ellie. Ouais, je passe au partage de mon écran. Oui. Tac. C'est bon, on voit ton écran pour le moment, Ellie? Là, normalement, vous voyez la présentation. Ouais, on la voit pas ouais, si, c'est bon. C'est tout bon? Là, si je change C'est la diapo, vous voyez? C'est bon? Oui, c'est parfait. Excellent. Donc bonjour tout le monde. Moi donc je suis Elie Langard, je suis chargé de mission
expérimentation au sein de l'EPLEFPA, les Sillons d'Haute-Alsace. Je vais juste dire un petit mot rapide pour commencer sur ce qu'est un EPLEFPA. En fait, c'est 2 lycées agricoles en Alsace, un qui est basé à Rouffach au sud, et puis un qui est basé à Winsenheim, à peu près au niveau de Colmar, pour ceux qui visualisent. Et on a, au niveau de l'EPL, du coup, 3 exploitations agricoles, donc une en viticulture, une en polyculture élevage et une en horticulture maraîchage. Donc aujourd'hui, on va évidemment parler de la partie en horticulture maraîchage, sur laquelle avait lieu l'expérimentation C'est faire seul. De manière un peu globale, donc l'XP C'est faire seul, c'était 3 financeurs, donc évidemment DefiXP, et DefiXP 2, c'est pourquoi je suis ici, l'agence de l'Eau-Rhin-Meuse qui nous aidait à compléter, et puis l'agglomération de Colmar qui versait également le complément, notamment sur la partie communication. Et c'est un projet multipartenarial, donc en fait on essayait de travailler un peu avec tous les différents partenaires de la région. Donc les 2 chambres d'agriculture, puisque en Grand Est, on a la petite particularité d'avoir à la fois une chambre d'agriculture régionale et une chambre d'agriculture de l'Alsace qui n'est plus une région officielle, mais qui a toujours sa chambre d'agriculture. Donc ils nous aidaient tous les 2. Nous avons le laboratoire Rythmo Agro-Environnement, qui est un laboratoire spécialisé sur la thématique de la fertilité du sol, qui est basé à Colmar. Nous avons Planète Légumes. Alors désolé Maxime, j'ai vu que tu étais là, mais c'est encore l'ancien logo parce que j'ai repris d'une ancienne présentation, qui est désormais devenue Planète Légumes, Fleurs et Plantes, et qui du coup ont la délégation du conseil pour le maraîchage pour l'Alsace. L'association donc Bio en Grand Est, qui a aussi changé de logo, mais bon voilà, la même raison. Et puis l'Atelier Paysan, qui donc est une coopérative que vous connaissez peut-être, coopérative d'autoconstruction de matériel agricole, qui est basée à Renag, en Rhône-Alpes, et du coup qui nous a aidés notamment pour mettre en place des machines adaptées spécifiquement à notre expérimentation. Voilà. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'XP C'est faire seul, mais pour ceux qui n'auraient pas encore tout bien compris, je vais commencer par représenter un peu de manière globale tout ce en quoi consistait l'expérimentation. Donc l'expérimentation C'est faire seul, c'était en fait 3 systèmes de culture, donc 2 systèmes innovants qui étaient comparés à un système de référence. Le système de référence, comment il a été construit en 2015, du coup, on a été voir comment travaillaient les maraîchers alsaciens. On a fait un rapport finalement d'itinéraire technique classique qui a été réalisé par nos partenaires de Bio en Grand Est. Et donc, travail du sol classique. Donc, travail du sol classique, qu'est-ce que c'est? C'est on utilise des outils rotatifs, on travaille le sol classiquement au printemps avant l'implantation de la culture. On peut utiliser des outils rotatifs. Alors, notamment, nous, le principal qu'on utilisait, c'était un enfouisseur de pierre. Je vous expliquerai pourquoi bientôt. Une fertilisation classique. Donc, fertilisation classique, c'est-à-dire que sur une culture donnée, on met la même chose chaque année et on ne se pose pas la question de regarder qu'est-ce qu'on a comme reliquat azoté, qu'est-ce qu'on va avoir comme taux de minéralisation, etc. Du compost et des amendements également classiques. Alors, petite précision que j'ai omis de redire, bien évidemment, nous sommes intégralement en bio. Donc, l'ensemble de l'exploitation est en bio et l'expérimentation est elle aussi en bio. Et enfin, sur le système de référence, donc peu d'engrais verts, donc uniquement lorsque c'est possible en interculture, sur période automne-hiver. À ce système de référence, on comparait 2 systèmes innovants. Donc, un premier système qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, qui est le système Engrais Vert Max. Donc, Engrais Vert Max, c'est un système donc, avec un travail du sol en planche permanente, avec des outils adaptés dont on va reparler par la suite, sur des outils non rotatifs, donc uniquement des outils tractés, dans le but de moins en fait, modifier les différentes strates du sol, mais uniquement d'avoir cet effet râteau. Pas de fertilisation, donc ça c'est le point principal, c'est-à-dire que l'intégralité de la fertilisation du système devait être assurée par des engrais verts. On se permettait uniquement un apport de compost, donc pas d'engrais organique, mais uniquement de compost, lorsque l'on constatait une carence. En cas de non-carence, on se contentait uniquement de ce que nous apportaient les engrais verts. Et puis, donc, une systématisation de fait des engrais verts, donc à la fois en interculture hiver, mais également été, et puis en intercalaire. Donc, c'est-à-dire que lorsque les légumes le permettaient, on venait placer des séries d'engrais verts entre les rangs de légumes sur la même planche. Donc, pour avoir une production un peu permanente d'engrais verts, on va en reparler. Et puis, on avait un troisième système, donc, qui lui est assez proche du système MSV, si vous connaissez un peu, donc le système conservation du sol, avec du coup des planches permanentes avec outils adaptés. Donc, je dis travail du sol, mais en réalité, il y avait le seul travail du sol qu'il y avait, c'était la ligne de semis lorsque c'était un semis, et puis le trou de plantation lorsque c'était une plantation. Donc, c'est un travail du sol évidemment extrêmement limité, au minimum possible. Une fertilisation raisonnée sur une méthode du bilan. Donc, contrairement à référence, en fait, là, on prenait en compte
à la fois les reliquats azotés avant culture, on prenait en compte les restitutions des couverts lorsqu'il y en avait, ou les restitutions du mulch lorsque c'était le cas, et la minéralisation sur la période de culture. Et tout ça nous faisait un bilan azoté un peu précis. Et du coup, on venait complémenter avec des apports d'engrais organiques, donc des amendements classiques, et puis du compost également. Et une couverture du sol la plus permanente possible. Alors, parfois avec du coup des couverts végétaux, hein, donc ça nous intéresse quand même là-dessus. Parfois avec des couverts, on va dire, organiques morts, donc du mulch, ou bien sur des fois des couverts plastiques. Ça va être selon les besoins et selon la culture qui va être en place. Alors, je ne vois absolument pas, juste petite précision à ce stade de la diapo, je ne vois pas, quand je suis comme ça, en fait, la discussion. Donc, si jamais il y a des questions, Lucas, je te laisserai me faire remonter. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que je vais potentiellement aller vite vu qu'on n'a pas énormément de temps, mais il ne faut pas hésiter quand même à poser des questions. Je ferai au mieux pour y répondre. Voilà. Ok, Élie, je te transmets les questions s'il y en a. Excellent, parfait. Considérons donc un petit plan pour que vous puissiez bien visualiser le dispositif expérimental. En fait, il y avait 2 parcelles, donc CFR-Sol 1 et CFR-Sol 2. Donc avec à chaque fois des planches de même dimension et puis segmentées dans nos 3 systèmes. Vous voyez que du coup sur CFR-Sol 1, on avait 4 planches pour chaque système. Sur CFR-Sol 2, on avait 3 planches pour chaque système. Les planches faisaient toutes la même superficie, donc 0,9 ar. Alors on arrondissait à 1 ar par praticité, et en réalité, si on prenait en compte qu'un seul dépasse-pied, ça faisait 0,9 ar. Donc des planches de 50 mètres de long, 1,8 de large en prenant un seul passe-pied, et puis à chaque fois des différentes zones de mesure. Et donc, pourquoi en fait avoir cet aspect avec 2 parcelles? C'est pour éviter des effets annuels, enfin pour les éviter, pour les limiter. Puisqu'en fait, s'il y avait un problème climatique un peu imprévu, soit une sécheresse particulière, soit une année comme l'an dernier où il y avait eu énormément de pluie, et que du coup ça venait fausser nos différences entre les systèmes, parce que en fait les problèmes sur les cultures étaient liés aux événements climatiques extrêmes et pas à la manière dont on conduisait nos cultures, et l'année suivante la culture se retrouvait sur une autre parcelle, et ainsi en fait on pouvait s'affranchir de ces problèmes climatiques. Donc ça permettait, on n'avait pas l'espace pour avoir toutes les cultures en place tous les ans, donc ça permettait de faire un espèce d'entre-deux en ayant les cultures répétées d'une année sur l'autre. Et puis voilà, en limitant un peu cet aspect climatique. Et puis je vous ai mis également les zones de mesure, hein, c'est pour bien vous montrer. Alors ça c'est assez classique en expérimentation, mais on essaye d'éviter les effets de bord. Du coup on ne va pas prélever dans les bordures, soit bordures de parcelles, soit les bordures entre les différents systèmes. Et puis de la même manière sur les côtés avec 3 zones de mesure pour permettre une représentation statistique des résultats. Et donc sur nos 3 systèmes, on avait la même rotation, une rotation longue de 5 ans. Donc pommes de terre, laitue, choux, courges, poireaux et carottes. Donc vous avez représenté donc sur ce petit schéma les années sur lesquelles ont été implantés les choux. Donc vous voyez que le projet il a duré de 2015 à 2023, donc sur 9 ans. Donc sur 9 ans, il y a eu certaines cultures qu'on a pu avoir 2 fois sur chaque parcelle, donc 4 fois au total, et puis d'autres qu'on a pu avoir que 3 fois. Voire la carotte que malheureusement on a pu avoir que 2 années. Donc les résultats ne seront pas aussi robustes selon les cultures, mais on avait quand même pas mal de résultats pour chacune des cultures. Et donc la vocation de rotation longue avec des familles différenciées, c'est bien sûr pour pouvoir éviter au maximum les problèmes sanitaires, et puis également des problèmes d'adventisme sur le positionnement d'une culture par rapport à l'autre. On va également y revenir. Voilà. Le projet s'est construit autour de 5 grands objectifs. Alors pour ceux qui sont un peu familiers du dispositif défi, vous avez peut-être tiqué en entendant qu'on était en bio, en se disant comment ils vont faire pour réduire leur phytosanitaire, étant donné que déjà la plupart est déjà du biocontrôle ou avec moins en tout cas de produits phytosanitaires. En fait, on a développé l'aspect phytosanitaire autour d'une autonomie en intrants, donc phytosanitaire inclus, mais pas seulement, également sur les engrais par exemple, sur les intrants plastiques, sur le carburant. En fait, par intrant, on avait venu comprendre tout ce qui n'était pas directement produit sur notre ferme. Et du coup, on a essayé de devenir le plus autonome possible en intrants. Deuxième point, gestion des adventices, évidemment, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les adventices sont le principal problème pour les maraîchers, en particulier le maraîcher bio, puisque les herbicides sont interdits, et que c'est un des principaux problèmes qui remonte lorsqu'on fait des enquêtes auprès des maraîchers bio sur qu'est-ce qui vous pose problème pour vos cultures, et également auprès des maraîchers conventionnels, quand on leur dit pourquoi vous ne convertissez pas au bio, c'est qu'ils disent si jamais j'ai un problème avec les adventices, j'ai aucun moyen de le résoudre. Donc, comment on fait pour gérer de manière correcte les adventices? Améliorer la qualité de l'eau. Alors, vous avez remarqué dans les diapos précédentes qu'on était cofinancé par l'Agence de l'eau. Et donc, on a essayé d'améliorer la qualité de l'eau. Alors, pas au niveau des résidus de produits phytosanitaires, puisqu'on était en bio, donc ce n'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous a intéressé, c'est sur la qualité de l'eau en termes de rejet de nitrate. Pourquoi ?
parce qu'on est sur un sol, donc sur l'expérimentation, qui est un sol sablo-limoneux, donc qui est très sensible au lessivage. Et du coup, on voulait voir si on avait réussi à réduire les rejets d'azote dans la nappe, d'autant plus que nous, en Alsace, on est, vous le savez sans doute, sur la nappe rhénane, qui est la plus grande nappe phréatique d'Europe. Donc c'est très bien parce qu'on a de l'eau tout le temps, donc ça, on a beaucoup de chance. C'est beaucoup moins bien parce que en fait, c'est à la fois utilisé par énormément d'agriculteurs, par énormément d'habitants également, à la fois en France, en Suisse, en Allemagne. Donc c'est une nappe qu'on doit grandement protéger. Nous, on n'est pas en zone de captage nitrate, on n'est en fait pas directement sur la nappe, on est un peu à l'extérieur. Mais on a servi en fait un peu de test pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la qualité de l'eau que le maraîchage rejetait directement dans la nappe. Et puis le quatrième point, c'est l'amélioration de la fertilité du sol. Donc c'est dans le nom du projet, en fait, c'est Fersol. Donc on a fait énormément de choses, parce que cette capacité de fertilité du sol, c'est la capacité du sol à produire sur le long terme. Et pour une rotation longue, où on veut pouvoir observer en fait des effets et les évolutions des systèmes les uns par rapport aux autres, c'est extrêmement important d'avoir la fertilité qui rentre en ligne de compte. Donc vous verrez qu'on a fait beaucoup d'analyses et beaucoup de différenciations sont sorties, donc c'est très intéressant là-dessus. Et puis le cinquième objectif que j'ai pas mis ici, mais que vous devez avoir en tête, et puis nous avions en tête également lorsqu'on a fait ça, c'est évidemment être rentable, puisqu'on peut faire des systèmes qui sont agronomiquement très performants, mais qui derrière sont absolument inapplicables pour un maraîcher, donc ça n'aurait évidemment pas d'intérêt. Donc on avait également cet aspect de rentabilité au moins égal au système de référence sur nos systèmes innovants, pour permettre leur diffusion et leur transfert auprès des agriculteurs. Donc ça, c'était un peu pour la présentation générale. On va passer. Alors, pour bien illustrer en fait nos différences entre les trois systèmes, j'ai pris un exemple. Alors évidemment, je ne pouvais pas vous présenter tous les itinéraires techniques, puisque on avait 5 cultures et qu'on a eu au final 9 ans, donc ça aurait fait beaucoup trop. J'ai pris un exemple qui est la pomme de terre en 2020, parce que je trouvais qu'il illustrait assez bien la manière dont ça fonctionnait. Donc, ce qu'on peut observer là, ça c'est le système de référence. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très classique. On travaille le sol avant de venir faire notre plantation de pommes de terre avec 2 passages d'enfouisseur de pierre, une plantation mécanisée, des passages de RC-tri pour désherber, la buteuse. Alors, on mettait un petit coup de spinosade du coup pour limiter les potentiels problèmes en termes de milieu. Du débroussaillage, une récolte automatisée également. Et puis derrière, un engrais vert où on était alors 50% veste, 50% seigle. Bon, sur l'engrais vert, ce n'est pas forcément le plus fréquent dans la région pour le coup, mais en tout cas, c'est un engrais vert simple. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a vraiment uniquement 2 espèces qui sont présentes dans notre mélange. Donc, typiquement, ce que pourrait trouver facilement un maraîcher en travaillant avec un céréalier du coin dans ce cadre-là. Ça, c'est avec du coup sur le système engrais vert Marx. Donc, vous voyez que déjà, il y a une petite différence en termes de travail du sol. Donc, il y a un peu plus de passages au début pour la préparation du sol, puisqu'on n'a pas d'outils animés. Donc, avec des passages de cultibute, de vibroplanche et puis une buteuse à planche au début. De la même manière, donc là, on a fait une plantation mécanisée, pareil au niveau des produits phytosanitaires. La buteuse à planche, le débroussaillage. Un peu plus de travail du sol également après la récolte de pommes de terre. Et ensuite, un semis d'engrais vert. Donc là, où on était déjà sur un engrais vert qui était à 40% et auquel on vient rajouter du trèfle. Donc, où on augmente dans notre engrais vert la part de légumineuses, puisqu'on va vouloir fournir le maximum d'azote à la culture suivante pour pouvoir se développer. Donc là, on va avoir tendance à augmenter la part de légumineuses. Et puis, ce qui n'est pas précisé également, c'est qu'on augmentait non seulement la proportion de légumineuses, mais également le coefficient multiplicateur de dose. C'est-à-dire qu'en général, sur référence, comme ça a été bien dit par Emilien, on mettait un peu comme toujours les maraîchers une fois 2. Sur le système engrais vert, on mettait du minimum x4 et parfois on allait même au-delà sur certains engrais verts. Là, en l'occurrence, dans ce cas-là, on avait mis du x4 dans la densité pour être vraiment bien sûr que nos légumineuses lèvent. En fait, c'est vraiment la légumineuse qui est sur la clé de voûte de notre système en termes de fertilisation. Donc, on va être sûr qu'elles aient une levée qui soit bien efficace et qui nous permette de subvenir à nos besoins. Et puis enfin, donc vous avez le troisième système qui est un système en conservation du sol, en sol non travaillé. Donc là, vous voyez directement en termes d'action la différence. Donc là, avec une occultation, une plantation manuelle au niveau des pommes de terre. Alors, il faut savoir qu'au niveau des pommes de terre, il y a encore plus de différence, c'est également pour ça que je l'ai mis, puisqu'on ne vient pas buter nos pommes de terre. On ne vient pas faire une plantation mécanisée classique en venant faire des buts, puisqu'on ne travaille pas le sol. En fait, on vient uniquement poser nos pommes de terre sur le sol, les recouvrir d'une couche de mulch, donc en général une vingtaine de centimètres, pour éviter que le soleil vienne taper dessus et fasse verdir nos pommes de terre. Et derrière, en fait, les pommes de terre vont extrêmement bien se développer et on va avoir aucun problème de mûrissement des pommes de terre. Et donc, la seule variable qu'on va un peu contrôler, c'est cette hauteur de mulch par-dessus la pomme de terre, faire en sorte qu'elle soit toujours suffisamment importante pour éviter qu'on se retrouve avec des verdissements, en fait. Donc, en termes de phyto, la même chose, Spinosa des cuivres. Et derrière, on vient juste faire un broyeur pour les quelques adventices qui peuvent rester, et puis également pour le mulch résiduel.
on vient semer notre couvert végétal. Donc là, on a un couvert végétal vraiment diversifié, puisque là, l'idée, c'est de venir juste occuper le sol. Et on fait un petit apport de paille aussi, donc c'est-à-dire qu'on vient combiner à la fois le couvert végétal et le mulch, puisque ce qu'on avait constaté, donc là, vous voyez qu'on était en 2020, le projet avait déjà 5 ans, on avait constaté qu'en fait, avec uniquement un couvert végétal, on se retrouvait avec quand même des adventices qui parvenaient à se développer sur la période hivernale, et du coup, ça venait poser problème, parce que comme on avait un sol qui était non travaillé, derrière, pour la destruction, c'est de l'arrachage manuel. Donc, ce n'était pas possible. Donc, on venait, en plus du couvert végétal, mettre un apport de paille. Le couvert végétal parvenait à se développer à travers la paille, et puis ça venait bloquer nos adventices. Donc, on avait un effet qui était bien meilleur derrière sur les adventices. Voilà. Donc là, vous voyez vraiment, il y a 3 orientations qui sont bien, bien distinctes sur la manière dont on vient conduire notre itinéraire technique sur la pomme de terre. C'était le cas pour tout. Ce tableau est absolument illisible, je le sais, mais par contre, on pourra derrière le détailler. Ce qui est important de voir, c'est en fait avoir une vision d'ensemble. Vous voyez qu'en termes de fertilisation, on a donc une grosse fertilisation qui est présente sur le système de référence, avec beaucoup d'engrais différents également qui sont utilisés. Évidemment, sur le système engrais Max, on n'en a pratiquement pas. Donc, vous voyez que sur nos 9 années, en réalité, on a eu 2 apports de compost. Donc, une première fois en 2015, où on est venu apporter du fumier de cheval composté, etc., pour bien lancer l'expérimentation. Il faut savoir qu'on venait d'une prairie, une ancienne prairie permanente qui avait été retournée. Donc, du coup, on devait quand même un peu enrichir. Alors, le sol était déjà relativement riche, mais il fallait le préparer pour le rendre apte à la culture de légumes. Et puis, on en a remis une fois en 2022. Donc, vous voyez qu'entre les deux, il y a eu du déchet vert, mais c'est tout, quoi, globalement. Et sur le système de conservation du sol, pareil, au début, on avait des doses qui étaient assez importantes, voire communes avec le système de référence. Et puis petit à petit, les doses se sont mis à diminuer de plus en plus par rapport au système de référence. Et sur les dernières années, vous voyez en particulier sur CFR-Sol 2, on s'est retrouvé à ne plus du tout fertiliser sur le système de conservation aussi. On reparlera des raisons également. Mais là, vous voyez que déjà rien qu'au niveau de la fertilisation, on voit bien une grosse différenciation entre nos systèmes qui favorisent les couverts et puis le système de référence où il y a uniquement des engrais verts classiques en hiver, quoi. Les engrais verts, comment concrètement on les a gérés? Donc, je vous ai dit également tout à l'heure qu'on travaillait avec l'atelier paysan et ils nous ont aidé à créer plusieurs outils différents. En particulier, là, donc, je vous ai mis les 3 principaux avec lesquels on a travaillé. Il y en a 2 qui devraient particulièrement retenir votre attention, qui sont le Roloflex et le Strip-Till. Donc, le Roloflex, alors si vous travaillez avec des couverts végétaux, vous travaillez sans doute en général avec un rouleau FACA. Nous, il se trouve qu'on avait des engrais verts et des planches permanentes qui étaient en fait en butte, enfin en petite butte, quoi. Et du coup, il se trouve que sur les bords de la planche, on n'avait pas la capacité avec un rouleau classique de venir rouler les engrais verts, donc ils avaient tendance à se relever. Et ça nous posait problème évidemment parce que derrière, ils revenaient dans la culture, ils montaient en graines et puis les problèmes commençaient. Donc, on est venu mettre en place, créer avec l'atelier paysan ce Roloflex, donc qui est en fait avec des ressorts entre les différentes lames, et ce qui permet en fait de venir s'appuyer sur le bord de la planche et de vraiment rouler les engrais verts, même sur un terrain qui est un peu bombé. Et ça fonctionne quand même de manière assez efficace, surtout quand on est sur de la céréale, puisque en fait, ça vient bien coucher les tiges, même à un niveau un peu plus élevé, plus proche de la base. Donc, c'est un outil qu'on utilise encore aujourd'hui de manière assez fréquente. Et puis, à côté, on avait le Strip-Till. Donc, le Strip-Till, c'est cet outil qui permet de venir créer un sillon et ensuite semer dans un couvert végétal ou un engrais vert. Donc, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Nous, on a été un des premiers avec le projet Bouzouk en Bretagne à l'utiliser. Donc, on avait le prototype, ce qui fait qu'on a eu un peu de mal, surtout au début. Il avait tendance à bourrer facilement, surtout avec les densités d'engrais verts qu'on avait. Et puis, derrière, on l'a utilisé également sur du mulch. Et de la même manière, il avait tendance à bourrer facilement. Aujourd'hui, ils ont un peu amélioré le système, mais en tout cas, sur le papier, c'est un outil qui est très intéressant puisqu'il va permettre de vraiment limiter le travail du sol au minimum. C'est-à-dire, par exemple, nous, sur la carotte, c'est là qu'on l'utilisait principalement. On l'utilisait également au début sur le poireau, mais entre-temps, on a changé. Et là, ça permettait d'ouvrir le sillon, de vraiment venir faire le semis ou la plantation et de refermer directement derrière. Le problème qu'on avait avec ça, c'est que typiquement sur la carotte, on en reparlera, mais ça avait tendance, lorsqu'on utilisait du mulch, à venir se remettre sur le sillon et à provoquer des problèmes de levée. Derrière, sur le poireau, on l'utilisait également. On est depuis passé sur un système avec une poinçonneuse, dont je vous reparlerai également par la suite. Mais voilà, en tout cas, les 2 outils principaux pour la gestion des couverts qui ont été créés pour le projet avec l'atelier paysan étaient le Roloflex et le Strip-Till.
concrètement, donc, ce qu'on a également testé dans notre gestion des engrais verts, c'était de faire un aspect couvrant pour limiter les adventices. Donc, vous voyez à gauche, c'est la manière classique de travailler sur notre système engrais vert max. On avait plusieurs semis. Donc, soit on mettait au tout début du projet, ce qu'on avait tendance à privilégier, c'était des semis diversifiés, en essayant vraiment d'avoir beaucoup d'espèces pour multiplier en fait les apports, également les effets, puisque certains étaient avec justement des racinaires plutôt fasciculés, d'autres plutôt pivotants, d'autres plutôt mixtes. On essayait vraiment de combiner les effets. Et puis, au fur et à mesure que le projet avançait, on s'est rendu compte que c'était aussi intéressant de travailler plutôt sur de l'engrais vert local. Donc, on s'est focalisé sur des mélanges un peu moins nombreux, plutôt autour de 3-4 espèces différentes, mais par contre, qui venaient uniquement de la région, uniquement de proximité, avec du travail, comme ce qu'Emilien et Alexandre ont pu vous présenter tout à l'heure, avec du travail dans des céréaliers ou des maraîchers qui ont également une partie de céréales ou de fabacées, pour avoir en fait de la semence locale. Et voilà. L'effet sur les adventices, c'était un peu... on va en reparler. Du coup, typiquement, ce que vous avez à droite, c'est sur le système conservation du sol, puisque justement, quand on avait ce problème des adventices qui continue à se développer malgré le couvert végétal diversifié, et ben, on est venu mettre une toile tissée, et comme on voulait quand même avoir un peu l'impact de l'engrais vert, et ben, on est venu mettre, donc là c'était après la courge, on est venu mettre de l'engrais vert directement dans le trou de plantation, donc avec une très forte densité. Le but étant, pour le coup, avec la très très forte densité, de quand même réussir à limiter l'impact des adventices et d'avoir un petit bonus en termes de biomasse pour la culture suivante. Alors ça peut sembler peu, puisque là on est uniquement sur du trou de courge. Il faut voir que si on prend uniquement la surface de la plante et pas la surface du passe-pied, quand on a fait les mesures merci derrière, on se retrouvait avec du 9 tonnes de matière sèche par hectare. Donc ce qui est très loin d'être ridicule pour un engrais vert qu'on a uniquement fait pousser dans les trous de plantation de la courge. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place sur le tard sur le projet et qu'on a maintenu dans les 2 années parce que ça nous donnait un boost qui était intéressant et également un apport derrière qu'on pouvait réemployer assez facilement. On va passer un peu aux adventices. Est-ce qu'il y avait déjà des questions un peu sur la partie sur les couverts de manière générale, Lucas, ou est-ce que je continue et puis on verra à la fin? De toute façon, on pourra revenir en arrière, hein, aucun problème. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la conversation et personne n'a levé la main. Ok, c'est parfait. Je vais essayer de. Ah, Je vais Maël. essayer de... Oui. Maël, je t'en prie, si tu pour poser ta Vas-y, question. Maël. Il faut que j'allume mon micro, ça marche mieux. Oui, si, mais peut-être que tu y répondras après, Ellie. C'était plutôt une question sur du coup l'efficacité du strip-till sur l'installation des cultures par rapport à enfin voilà, une interrogation par rapport à ça et par rapport à l'utilisation éventuellement du coup de l'enfouisseur de pierre pour faire une espèce de en mode scalper et voir si du coup est-ce que vous avez testé ça pour notamment des cultures semées pour avoir Ok. peut-être un état de surface un peu plus fin et qui permette mieux de passer le semoir peut-être que le strip-till. Enfin voilà, c'est une interrogation. Ouais. Alors, sur ta première question, je vais y répondre maintenant. On pourra reparler de manière plus générale des rendements par la suite, mais déjà sur l'aspect purement technique, comme ça, j'oublie pas. Donc sur le strip-till, honnêtement, c'est un outil qu'on utilisait pas mal au début. On l'utilisait donc j'ai dit sur poireaux, sur carottes, on l'utilisait également sur choux. Mais en fait, c'était pas. Donc sur carottes, je vous ai dit, le problème, c'est que ça avait tendance à venir se refermer derrière. Donc on l'a fait sous couvert, mais sous couvert ça marchait pas trop les carottes sous couvert, hein, niveau concurrence c'était pas terrible. Donc après on est venu faire carottes sous mulch, enfin avec du mulch, et donc on venait juste ouvrir la ligne de semis, mais ça avait tendance à se refermer et du coup la carotte n'arrivait pas à lever. Donc ça n'a pas fonctionné. Sur le poireau et sur le chou ça fonctionnait, mais pour le strip-till déjà je vous ai dit qu'il bourrait souvent, donc on devait souvent être à 1 voire 2 personnes en plus, donc une personne sur le tracteur et 1 ou 2 derrière qui devaient remarcher sur le couvert roulé avec les dents pour éviter que ça vienne bourrer. Donc évidemment en termes de temps de travail, c'était pas du tout rentable. Et le deuxième aspect de ça avec le strip-till, c'est que le sillon, il était à une certaine profondeur, mais comme on plante en motte en fait, enfin en tout cas pour le chou, des fois il n'était pas assez large, donc on devait quand même repasser au plantoir. Donc c'était pas très pratique.
Ok. pour être tout à fait honnête. Mais c'était sur la première version, hein. Depuis, la version s'est améliorée. On n'a pas testé avec les plus nouvelles. Donc, ce qu'on faisait, c'est que pour la courge, on est passé au plantoir, et pour le poireau, on est passé à la poinçonneuse, qui donnait d'excellents résultats et un temps de travail grandement diminué. Et ta deuxième question, c'était sur le fait d'utiliser l'enfouisseur de pierre pour faire un scalpage. On ne l'a pas fait parce que, en fait, sur engrais vert max, on n'avait pas de problème, puisqu'on détruisait les couverts avant le semis pour ce qui est de la carotte. Et sur conservation du sol, là, on avait les couverts végétaux. Comme on était sur un sol non travaillé et que l'objectif principal du système, c'était vraiment un sol non travaillé, là, on ne s'est pas permis de passer un enfouisseur de pierre pour faire du scalpage, donc nous, on n'a pas testé. Ok, merci. Voilà. Donc on va passer un peu à la question des adventices. Donc les adventices, c'était géré par Planète Légumes. Là, Maxime, tu reconnais peut-être Johanna à gauche, qui était à l'époque en train de faire les mesures d'adventices. Et donc on faisait 2 mesures principales. Donc la première, c'était un comptage qui avait lieu 3 fois par an. Donc une fois juste après la plantation, une fois avant récolte et une fois après récolte, pour voir en gros au moment où les adventices étaient le plus développés, quoi, avant qu'on commence à venir désherber. Et où on comptait donc à la fois les dicotylédones et les monocotylédones, on faisait dénombrement et identification. Le but était de voir si on en avait plus déjà dans un système que dans l'autre, et puis également si les espèces qu'on avait tendance à retrouver se différenciaient. Et en parallèle de ça, donc, on a fait en 2018, donc au début du projet défi, ce qu'on appelle une mesure de stock semencier, donc une levée en laboratoire dans des conditions de germination optimales des graines, avec des comptages entre les systèmes, donc pour pouvoir estimer un peu quel était le potentiel, le danger potentiel, quoi, dans les systèmes, c'est-à-dire les graines qui pouvaient lever sur les cultures suivantes, et voir si, en gros, l'idée, c'était de voir si à la fin du projet, on avait réussi à diminuer ce stock semencier, et donc que notre gestion des adventices avait tout simplement été bonne, hein, parce que s'il avait augmenté, ça voudrait dire qu'on les aurait trop laissés monter en graines, et que sur le long terme, ça aurait été très pénible en termes de désherbage. Donc là, ce que vous avez, c'est en 2018 le stock semencier. Donc vous voyez que nos 3 systèmes ne sont pas très différenciés. Alors, pour une raison obscure, le système engrais vert max en avait plus de dicotylédones, mais c'était plutôt conjoncturel que. Enfin non, c'était pas conjoncturel, justement, c'était plutôt aléatoire. Et alors, je voulais vous demander, du coup, je vais pas vous demander de me donner la réponse, mais dans votre tête, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé d'ici 2023 ? Eh bien, on ne va pas le savoir tout de suite. D'abord, on va observer sur les adventices qui ont été... ça, c'est les adventices qui ont été relevés. Donc, c'était pour vous montrer un peu la différenciation qu'il y avait eu en termes d'adventices. Donc déjà, une première chose, c'est que vous voyez qu'en termes de nombre, on vous a précisé le nombre uniquement sur le système 3, donc qui est le système en conservation du sol, puisque sur les autres, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait en gros entre 10 et 20 fois plus sur les 2 autres systèmes. Et il y a autre chose que vous pouvez constater, c'est qu'on a vraiment une diversité qui est beaucoup plus faible, en particulier sur le stade végétatif. Donc vous voyez qu'au stade végétatif, sur le système de référence et puis sur le système d'engrais vert, on a en gros entre 5 et 10 variétés différentes. Sur le système 3, donc en conservation du sol, on a uniquement 3 variétés qui sont au stade végétatif, également 3 sur le stade génératif, avec du coup beaucoup de graminées au stade végétatif. Donc la graminée végétative, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? C'est principalement, en l'occurrence, nous, c'était sur du chien-dent, évidemment, donc avec une spécialisation en termes de vivaces. Et derrière, au stade génératif, pour le coup, on a un peu moins de diversité sur tous les systèmes, mais vous voyez que, par exemple, on a une grosse dominance sur le système 1 et le système 2 du Gallina soga. Gallina soga qu'on retrouve, mais de manière très, très marginale sur le système en conservation du sol. On en retrouve uniquement 3 sur toute l'année 2022. Et vous voyez que notre 3e plus grosse adventice, c'est les repousses de pommes de terre. Donc, ça va. En termes de désherbage, c'est plutôt OK. Donc, on a vraiment un système, notre système en conservation du sol, en sol non travaillé, qui se démarque par une expression des adventices qui est beaucoup plus faible, tandis que les 2 autres ont des expressions qui sont beaucoup plus importantes, avec pour le coup moins de différenciation également en termes d'expression des différentes espèces. Et maintenant, est-ce que ça se retrouve sur la levée en laboratoire ? On pourrait estimer avec ce genre de résultats que sur notre système 3, on a un stock semencier qui est plus faible par rapport aux 2 autres, par exemple. Et bien dans la réalité, Non. Dans la réalité, non. Voilà, merci, si j'arrive à passer la diapo. Dans la réalité, non. Il n'y a pas de différence significative entre les 3 systèmes. Alors, ce qui est très bien pour nous, c'est que le stock semencier a largement diminué de manière significative sur les 3 systèmes de culture.
mais impossible de faire une différence, en gros, entre si ça a mieux marché. En tout cas, il n'y a pas de différence statistique sur aucun des trois systèmes. La raison pouvant en être quoi? C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, en 2015, c'était une prairie permanente. Donc, on ne faisait pas très, très gaffe aux adventices. En 2018, quand le stock semencier a été réalisé, on peut penser qu'il y a encore toute une bonne partie de ce qui a été relevé qui datait de l'époque prairie. En 2023, ce qui datait de l'époque prairie avait levé ou était entré en sénescence. Et du coup, on s'est retrouvé en fait avec des résidus qui avaient diminué sur tout, mais qui ne nous permettaient pas de voir sur le temps. Dans tous les cas, ça montre que ce soit nos techniques classiques, on va dire, sur des méthodes de fausse mie et puis de travail de destruction des adventices à l'hercétrie, que ce soit sur nos méthodes, donc sur le système avec les engrais verts ou sur le système en sol non travaillé et couverture du sol permanente, on arrivait à faire diminuer notre stock semencier, donc ça, c'était très intéressant. Voilà. J'aimerais... il reste combien? Ouais, ok. En parlant de... Donc, faire un petit passage par la fertilité du sol, qui était un gros morceau. Donc, je vous ai choisi uniquement les morceaux qui étaient les plus représentatifs des différences entre les systèmes. On pourra discuter dans les questions des autres si ça vous intéresse. Donc, on travaillait avec 2 laboratoires principaux. Donc, c'est les Stalab, et que vous connaissez probablement tous, et la SADEF que vous connaissez peut-être un peu moins, qui est notre laboratoire local en Alsace. Donc, on travaille avec les deux. Ça permettait déjà de comparer les deux résultats et puis d'avoir un peu la référence, entre guillemets, nationale que beaucoup de maraîchers utilisent. Et puis notre référence locale qui nous donnait également grandement de satisfaction. J'ai mis Auréa parce qu'en gros, toute une partie des analyses de Célestalab était en réalité derrière transférée à Auréa qui les faisait en prestation. Voilà. Donc, un des principaux impacts qui a été relevé sur la fertilité, c'est sur la fertilité chimique, et en particulier sur les éléments que je vous ai mis en vert, qui est la question du potassium. À gauche, donc, vous avez la situation telle qu'elle était en 2015, donc au tout début du projet, hein, vraiment on sortait de la prairie. Donc vous voyez que pour une raison pareille inconnue, le système de référence était au-dessus des autres systèmes. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être la fertilisation, mais au moment où les relevés ont été faits, les prélèvements de sol, il n'y avait pas encore eu de fertilisation, donc on ne sait pas trop pourquoi c'était le cas. Mais ce qui est plus important, c'est l'évolution dans le temps. Vous voyez, en 2023, où là, pour le coup, on a une différenciation très importante des 3 systèmes. Vous voyez que le système de référence, grosso modo, il s'est maintenu en termes de concentration en potassium. Vous voyez que le système engrais vert max, il a diminué. Alors même si la diminution est marginale, il y a quand même une diminution qui a été observée, et c'est tendanciel sur les années. Et vous voyez que par contre, le système de conservation du sol, la potasse, a grandement augmenté. Voilà. Pour vous donner une idée, si vous n'avez pas forcément les chiffres en tête, la valeur recommandée de potasse dans nos sols, c'est de 0,2 g par kilogramme. Donc sur le système engrais vert max, on est en dessous de la valeur seule recommandée. Donc on recommanderait un apport de fertilisation supplémentaire pour être sur quelque chose qui soit bien. Et alors sur le système de conservation, on est bien dessus. Donc, pourquoi sur le système de conservation, on se retrouve bien dessus et le système engrais vert max, on se retrouve bien en dessous? Sur le système de conservation, on avait des apports, beaucoup de... Notre mulch, en fait, il était constitué de déchets verts que venaient nous rapporter les paysagistes. On avait un accord avec les paysagistes du coin, en gros, qui faisait que plutôt que d'apporter leurs déchets verts à la déchetterie où ils devaient payer, et puis voilà, eux, ils nous apportaient le compost déchets verts, comme ça on n'avait pas à payer notre compost, et eux, ils n'avaient pas à payer la déchetterie, c'était gagnant-gagnant. Et il se trouve qu'en fait, on sait que sur du déchet vert, il y a énormément d'apports de potasse, surtout sur des déchets verts mixtes tels que celui qu'on avait. Et donc, du coup, d'année en année, en fait, on a grandement enrichi notre système de conservation et on s'est retrouvé avec de la potasse en grande quantité, donc sans aucun besoin supplémentaire d'apport. À l'inverse, sur le système engrais vert max, comme je vous l'ai dit, on n'apportait pas de fertilisation. On apportait 2 fois du compost en 9 ans. Mais en fait, c'est tout. Donc, sur des apports de potasse qui étaient très, très limités. Et si nos engrais verts permettent de faire, en gros, du recyclage de potasse depuis des strates plus profondes vers les strates qui sont explorées par les racines de légumes, il se trouve que ça ne suffisait pas en termes d'apports nouveaux pour compenser tout ce qui était prélevé par les légumes de notre rotation. Donc, on voit aujourd'hui qu'on aurait eu un problème d'apport de potasse avec ça. Alors, je tiens à préciser que on n'a pas fait un apport spécifique de potasse, mais on aurait pu envisager de faire, par exemple, un apport de potasse à un moment de la rotation
Et probablement que ça aurait suffi, puisque là, vous voyez que c'est passé de 0,23 à 0,16 sur 9 ans. Donc, ce qu'on estime, c'est que sur l'échelle d'une rotation de 5 ans, en fait, un seul apport de potasse aurait permis de couvrir les besoins pour l'ensemble de la rotation, et pour le reste, on aurait pu se baser uniquement sur les engrais verts, puisque vous voyez qu'au niveau du magnésium, on n'a pas de problème. Au niveau du phosphore, on a eu une diminution, mais on n'est pas encore dans une zone de problème. Et au niveau de l'azote, on en reparlera, on n'a également pas de problème. Je tiens à préciser autre chose, donc j'ai également mis en vert, vous voyez l'aspect K sur Mg, donc ces équilibres sont importants, pourquoi? Parce qu'en termes de captage des différents nutriments, eh ben, c'est les mêmes sites qui vont être sollicités pour le potassium et le magnésium, donc on se retrouve en fait à potentiellement avoir du blocage quand on a un déséquilibre trop important. On estime que c'est entre 1 et 2 le ratio pour que ce soit bien. Et vous voyez qu'en engrais vert max, on est en dessous de 1. Donc non seulement on n'a pas assez de potassium, mais en plus on a trop de magnésium par rapport au potassium, ce qui peut d'autant plus freiner l'absorption du potassium par nos légumes et donc du coup potentiellement créer des carences. Alors, pour être honnête avec vous, on n'a pas observé au champ ces carences sur les dernières années, donc on n'a pas observé d'impact majeur sur le rendement depuis qu'on est passé sous le seuil fatidique des 0,2. On pense que si on avait continué dans le temps, on en aurait vu, mais sur les 2 années où on était sous le seuil considéré optimal par les laboratoires, on n'a pas observé de phénomène de carence sur nos légumes et d'impact majeur sur le rendement. Voilà. Autre point important sur la fertilité, donc on faisait des tests à la bêche, avec une méthode un peu particulière, puisque, bon, je ne vais pas vous la détailler, mais on travaillait avec une méthode adaptée par Christophe Barbeau, qui est un conseiller de la Chambre, qui a énormément travaillé sur ces questions et qui a fait sa propre grille, mêlant en fait plus d'items par rapport à la grille qui est traditionnellement utilisée en test à la bêche. Et ça nous donnait un système de notation, en gros, sur 40 points. C'est une notation à l'allemande, puisqu'on est en Alsace, donc c'est très proche de notation à l'allemande. C'est-à-dire que plus la note est basse, meilleur est le résultat. Donc, vous voyez, je vous ai mis à gauche la grille globale, et puis à droite, la note moyenne de test à la bêche sur donc du coup, sur les 9 ans. Et vous voyez que là, pour le coup, on a nos 2 systèmes innovants qui se retrouvent avec des notes qui sont meilleures en moyenne et de manière significative par rapport au système de référence. À quoi ça peut être dû? Eh ben, bon, le système engrais vert max, c'est assez facile en réalité à expliquer, puisque c'est lié au travail racinaire. Les engrais qui sont présents dans les engrais verts présents dans les mélanges ont été sélectionnés justement pour ce travail racinaire. Et donc, le fait que ça ait des meilleures notes, ça montre une meilleure porosité et puis une meilleure structure en réalité de notre sol, qui est directement liée à ces racines et puis également aux exudats racinaires, qui permettent de faire des agrégats qui sont intéressants. Et donc, voilà, c'est le preuve que nos engrais verts ont rempli leur rôle. Et ce qui est très intéressant, c'est au niveau du système de conservation, puisque pour le coup, je vous ai dit que le sol était non travaillé. Donc, on a eu un sol en système non travaillé qui était aussi bien structuré qu'un système en engrais vert max et mieux structuré qu'un sol travaillé classiquement. Et donc ça, c'est très intéressant, puisqu'on a souvent des peurs au niveau du non-travail du sol qui est sur la compaction du sol. Et c'est des choses qu'on a vues dans d'autres essais, notamment pour ceux qui ont un peu entendu parler de l'essai Persiste. Eux, ils ont eu des gros problèmes de compaction avec leur système en sol non travaillé. Alors probablement que nous, notre texture de sol sablo-limonneuse a aidé à avoir ça, mais une chose est sûre, c'est que dans un sol, à minima dans un sol avec notre texture, et bien sur un sol non travaillé, on arrive par le seul biais du travail des micro-organismes présents dans le sol à avoir un sol qui est aussi poreux et aussi bien structuré que dans un système travaillé par des racines d'engrais verts et mieux structuré par rapport à un système où le sol est travaillé de manière mécanique. Voilà. Et un autre point que je voulais aborder avec vous sur la question donc fertilité et qualité de l'eau, c'est l'impact sur l'eau. On avait mis en place, donc ce que vous voyez là, ce sont les travaux qui ont servi à mettre en place un système de bougies poreuses. Des bougies poreuses, ce sont des bougies qu'on vient enterrer en gros à 90 cm sous la surface du sol. Des bougies en argile, donc à 90 cm, qui est considérée être une profondeur que n'atteignent pas les racines des légumes de notre rotation. Et de ce fait, ce qu'on va venir capter, c'est de l'eau qui aurait lessivé, donc qui se serait retrouvée dans la nappe. Et dans cette eau, on va venir regarder quelles sont les concentrations en nitrate. Donc on faisait des relevés une fois tous les 15 jours. À partir d'un système donc, que vous voyez là, vous voyez qu'on a pour chacun des systèmes, on avait 8 bougies poreuses, donc 8 sorties d'eau. On venait à droite, vous avez la pompe qui permettait de créer d'abord une dépression pour faire rentrer l'eau dans les bougies, puis 2 jours après, une pression pour faire ressortir l'eau dans des petits tubes qu'on a emmenés ensuite au labo pour faire les analyses. Et donc, on avait 8 mesures pour chaque système, une fois tous les 15 jours, pour permettre de connaître en fait l'évolution de la concentration en nitrate entre nos systèmes
tout au long de l'année, en fait. Et donc, pour voir, est-ce qu'on arrivait à améliorer les rejets sur nos systèmes innovants par rapport au système de référence. Et alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti à votre avis? Je vais faire la réponse parce que voilà. C'est ceci. Donc, vous voyez, l'aire de chacun des rectangles correspond à la concentration, c'est-à-dire que plus l'aire d'un rectangle est importante, plus la concentration en nitrate dans les eaux drainantes est importante. Et donc, il y a une différence majeure entre les trois systèmes, avec, vous le voyez sur le système de conservation du sol, des concentrations en nitrate qui sont beaucoup plus importantes que sur les deux autres systèmes, puisque eux tout seuls, ils ont une concentration aussi importante. Donc, c'est une concentration moyenne sur 5 ans, hein, je tiens à le préciser, sur 5 ans, toutes les 2 semaines. Et donc, aussi importante que les deux autres systèmes combinés. Et donc, un peu moins visible, mais quand même, si vous regardez bien, vous le voyez également, le système engrais Vermax qui, concrètement, est moins... les concentrations d'azote qui en sont issues sont moins importantes par rapport au système de référence. Donc, on a une gradation, vraiment, le système engrais Vermax qui vient limiter au maximum les pertes de nitrate dans l'eau, puis le système de référence, donc le système classique avec ses apports d'engrais classiques, et enfin le système de conservation du sol avec un sol non travaillé et des apports de matière organique qui sont probablement la cause de ça, qui viennent entraîner une grande libération d'azote dans les eaux de drainage. Donc ça qui peuvent poser un problème assez important sur la qualité de l'eau, tout simplement. Voilà, alors j'ai été un peu vite et j'ai mis uniquement les résultats principaux. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que j'ai perdu personne en chemin. Si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez surtout pas. Et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et puis faire également, si vous voulez, du partage d'expérience sur ce que vous avez pu constater dans vos régions. Ça m'intéresse également. Merci beaucoup, Élie. Du coup, est-ce que quelqu'un a une question? J'en ai pas vu dans le chat pour le moment. Sinon, moi, j'avais une question, Élie. Vas-y. Parce que du coup, tu nous as dit au tout début de ta présentation qu'il y avait un objectif sur la rentabilité. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, sur la rentabilité des trois systèmes là? Tout à fait. Du coup, je l'avais prévu. Merci à toi de me relancer. Donc, je vais repartager mon écran pour que vous puissiez voir. Si vous le permettez, je passe pas en mode diapo parce que sinon, je vous vois pas et ça me... Est-ce que ça vous va si je suis comme ça? Oui, c'est très bien. Voilà. Comme ça, vous aurez les aspects de rentabilité qui sont ici. Donc ça, c'est la rentabilité qui est cumulée sur toutes les années. Donc vous voyez que, en gros, notre système avec les couverts végétaux est aussi rentable que le système de référence de manière globale et est plus rentable par rapport au système de conservation du sol. Et ça se joue principalement en fait sur les carottes, puisque je vous ai dit qu'on avait un gros problème sur les carottes avec le strip-till, et que les carottes sur les deux autres systèmes, c'est ce qui représente la part la plus importante du chiffre d'affaires. Donc en gros, si on a des mauvais rendements de carottes, on fait mathématiquement diminuer le chiffre d'affaires en carottes. Et on se retrouve du coup avec des résultats économiques qui sont inférieurs. Pour préciser également un peu, donc sur les rendements, si on regarde sur les rendements, notre système engrais Vermax par rapport au système de référence, il est aussi efficace sur quasiment toutes les cultures, sauf deux, qui sont le chou et la laitue. Et encore, la laitue, ça va à peu près, mais vraiment le chou, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi sur notre système où on était uniquement en engrais vert sans aucun apport de fertilisation. On pense que c'est lié à la disponibilité en azote en début de culture de chou, puisque notre chou, il arrivait après un engrais vert estival, donc qui était notre engrais vert qui avait en fait le moins de restitution en azote, lié du coup aux nodosités qui étaient présentes, quoi. Et du coup, on n'a pas d'azote suffisamment disponible rapidement pour le chou et on se retrouve avec des choux qui sont petits, qui ont des problèmes pour pousser au début, pour faire de la feuille et puis derrière pour pommer, quoi. Donc ça, c'est probablement ce problème-là qui ressort le plus. Sinon, pour tous les autres, on a des rendements qui sont équivalents. Sur le système de conservation, par contre, on a des grosses variations. Je vous l'ai mis avec donc en courge et en poireau un rendement qui est supérieur par rapport à la référence.
En carotte, on l'a vu, un rendement qui est bien inférieur. Et puis ensuite, des variations selon les années, pas pour les mêmes raisons, du pomme de terre, chou et laitue. Grosso modo, chou, c'est pour la même raison qu'engrais max, sauf qu'il y a eu une évolution, vous le voyez au cours du temps. Au début, c'était terrible, ça ne fonctionnait pas du tout. Puis, ça a très bien fonctionné sur l'année 2021. En laitue, c'est pareil. Au début, ça ne fonctionnait pas du tout. Et puis, ça s'est mis à fonctionner par la suite. Et en pomme de terre, c'était juste un point de vue technique. Je vous ai dit que sur notre itinéraire technique, en fait, on venait couvrir le sol avec du mulch à une vingtaine de centimètres. En fait, au début, on ne maîtrisait pas la technique, ce qui fait qu'on n'avait pas mis assez de mulch. Le mulch s'est fait consommer par notre sol. Et on s'est retrouvé avec des verdissements intempestifs de pommes de terre. Donc, sur nos rendements commercialisables, on était bien en dessous. Alors que sur le rendement, si on prenait le rendement global hors commercialisation, on se retrouvait sur des rendements qui étaient équivalents. Voilà. Donc sur le système de conservation du sol, le seul qu'on n'arrive pas à maîtriser et qu'on ne sait pas encore comment faire, c'est la carotte globalement. Sur engrais max, c'est le chou. Ok. Merci Elie. Quelqu'un aurait une question? Oui, Emilia. Oui, Emilia. Est-ce que tu peux redétailler exactement l'itinéraire technique de l'engrais précédent le chou, pour essayer de décortiquer Pour ce qui le s'est précédent passé? chou, ouais. Ouais. Donc en gros, donc on avait le précédent du chou, c'est un pomme de terre à l'issue desquelles on venait mettre un engrais vert hivernal. Engrais vert hivernal qui durait jusqu'au printemps. Au printemps, on faisait une laitue. Laitue qu'on faisait en gros en avril, quoi. Derrière, on avait notre laitue qu'on venait récolter. À l'issue de la laitue, on faisait un engrais vert estival. Et ensuite, à l'issue de cet engrais vert estival, on venait détruire en été, du coup, et on faisait un chou de printemps, chou d'automne. Un chou d'automne qu'on récoltait à l'hiver, quoi. Est-ce que tu te souviens combien de temps avant le chou était détruit le couvert et la composition du couvert? Ouais. Alors sur la composition, on était sur tournesol, facélie, févrole, trèfle. Là, j'aurais dit trèfle incarnat, mais je suis plus sûr à 100% de la variété de trèfle, je t'avouerai. Mais les trois autres, c'est sûr. Je ne sais plus si c'est du incarnat ou du alexandrie. Peut-être celle qui va le mieux l'été, mais là, j'ai plus en tête lequel des deux c'est. Parce qu'on avait trop de variétés. Et en fait, c'est probablement lié à ça aussi parce que notre trèfle avait des problèmes de levée, quoi. Il levait pas très très bien. Donc le seul apport en azote avant le chou était basé sur de la févrole. En complément de ça, je tiens à préciser que pendant la période de laitue, on avait également de la févrole qui était présente en intercalaire, que du coup on laissait plus longtemps. Et dans lequel on venait ressemer en fait le reste de l'engrais vert, si tu veux. Donc on avait une févrole, on faisait une févrole sur févrole. Pour essayer justement, ça on l'a mis en place pour essayer de booster plus le chou d'automne, mais ça n'a pas non plus suffi, même en faisant cette variation-là, ça n'a pas non plus suffi. Et quand est-ce qu'on venait le détruire? Donc là, on a essayé de le laisser le plus tard possible, donc on est venu le broyer. Et on est venu le broyer, il me semble, un mois avant la plantation de choux. Donc on a broyé et on a essayé de bâcher également pour favoriser la minéralisation, pour avoir au maximum avant le chou. Mais ça, pareil, ça n'a pas suffi. Ok, merci. Merci Elie. Une autre question? Très bien. Du coup, moi, j'aurais une question aussi sur, c'était ce que tu avais rapidement parlé là, Emilien, tout à l'heure aussi, sur les engrais verts sous abri. Tu as dit que tu avais fait des choses avec ton groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais. Alors, après, sous-abri, nous, on a testé plusieurs choses. Il n'y a rien de très novateur, hein, mais pour nos contextes, du sorgho, du millet perlé, de la crotte à l'air jaune et du sarrasin. Ok. Et Alors, ça fonctionnait bien? en fait, l'idée, c'était de chercher une alternative au sorgho fourragé pour
enfin, pallier les problèmes d'approvisionnement ou diversifier la rotation davantage et essayer d'inclure une légumineuse dans le couvert. Et donc le millet perlé en association avec la crotalaire jaune, ça avait bien fonctionné. Euh, et depuis, on a eu d'autres retours d'expérience d'une station d'expé locale qui a aussi travaillé le sujet sur d'autres espèces. Euh, En fait, le sorgho, il est tellement poussant qu'on peut difficilement l'associer avec autre chose. En l'occurrence, on n'aurait pas testé, mais le trèfle de Perse, il pourrait s'associer, d'après le retour d'expérience de d'autres stations d'expérimentation. Et, euh, et l'alternative au sorgho, donc le millet, l'avantage, c'est qu'il est un peu moins vigoureux, et donc on peut l'associer à une autre légumineuse. Et la crotalaire, elle poussait à la même vitesse que le millet. Donc sur un cycle de culture d'un mois, ça permettait sous serre en plein été d'avoir une biomasse intéressante. Euh, mais on avait quand même quelques adventices, alors que sous le sorgho, c'était complètement occulté, étouffé. Merci Emilien. Delphine, tu as levé la main? Oui, je voulais savoir si la crotalaire avait fait des nodosités. En un mois, non, on n'a pas vu de nodosité. C'est trop court, et puis en plus, on l'a fait cultiver qu'une seule fois dans cette serre. Euh, Peut-être qu'il faudrait avoir un cycle plus long pour espérer en avoir. Je ne sais pas si la jaune fait des nodosités, mais sinon l'autre, je ne sais pas quel. Je sais qu'il faut un inoculant. Alors, j'étais renseigné, il me semblait que n'était pas possible de trouver sur le marché français un inoculum homologué. D'accord, Peut-être j'ai donc pas vous n'en cherché aviez pas mis. Non, Donc, peut-être que depuis ça a changé. d'accord. Donc, a priori, elle n'a pas fait ses fonctions de légumineuse. Non, non, non. Et c'est un peu dommage. On pourrait s'attendre, enfin, oui, effectivement, sous serre, on pourrait avoir si on pouvait avoir une légumineuse estivale pour intégrer dans la rotation dans les rotations maraîchères qui n'ont pas de légumineuses en culture, ce serait quand même intéressant. Euh, Mm. alors après, le trèfle ouais, de Perse, c'est peut-être un bon candidat D'accord. à essayer dans vos contextes. Je sais que le Grabe a essayé d'autres légumineuses tropicales. Dans leurs essais, c'était pas forcément très concluant. Bah, du coup, si on n'a plus de questions, j'ai l'impression qu'on n'en a plus. Bah, du coup, je voulais tous vous remercier déjà pour avoir participé à ce premier défi Exchange. Donc, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain défi Exchange.